bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être présentes aujourd'hui ici à l'occasion de cet Equi-Meeting. Alors nous, il y a une chose dont on s'est parlé convenablement, c'est de droit. Et on s'excuse par avance pour des petites erreurs de terminologie sur le vocabulaire de la médiation. Hein. On a bien compris qu'il y avait aussi un débat et un enjeu autour de la terminologie dans votre domaine d'activité. Nous, ce qu'on a essayé de définir à l'Institut de droit équin, donc l'Institut de droit équin, hein, qui est une association qui a pour objet l'étude et la diffusion du droit applicable au cheval, donc dans toutes ces activités, eh bien, ça a été de réaliser cette étude parce que la médiation équine, ça a été dit tout à l'heure par les intervenants, est une activité en fort développement, avec effectivement une demande croissante de la part d'éventuels bénéficiaires, qui sont très divers, on y reviendra. Et donc, il est important, à ce stade de développement d'une activité, toujours, quel que soit le domaine, de pouvoir en étudier, évidemment, le cadre juridique, quels sont les risques juridiques aussi, et quelles préconisations pour mieux se structurer en ayant un regard attentif sur les règles de droit qui s'appliquent effectivement à ce type d'activité. Voilà un peu pour vous dresser rapidement le tour d'horizon de la réalisation de cette étude. Une étude en 3 temps. Alors c'est un peu comme ce qu'Élise vous a présenté tout à l'heure pour son étude technico-économique. Nous, on a mis un peu plus d'1 an à réaliser cette étude juridique à la demande de l'IFCE, avec l'aide d'un comité de pilotage également. Je dirais quasi entre 1 an et demi et 1 an, entre automne 2020 et une mise en ligne de l'étude fin décembre 2021. Donc, voilà. Et en effet, on a eu une première étape qui a été finalement assez laborieuse, mais dans le sens positif du terme, parce que nous avons eu beaucoup d'échanges pour définir quel était le champ d'application de cette étude. Donc un état des lieux des bénéficiaires de la médiation équine, et ça reprend ce qu'Élise a indiqué tout à l'heure dans son étude technico-économique, et des praticiens, parce que l'enjeu il est aussi autour des praticiens, qui ont la volonté de se développer et de se professionnaliser. Alors, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit, puisque ça a été très bien dit, mais effectivement, différents domaines au niveau des bénéficiaires et des praticiens à l'intérieur de la médiation équine, domaine éducatif, médico-social, la thérapie, le soin et aussi l'accompagnement managérial avec, je pense que le SYMPAC en parlera très bien tout à l'heure, sur effectivement le coaching aussi autour de, par le biais du cheval dans les activités des entreprises. Alors, pour baser notre analyse juridique, après avoir effectivement échangé avec de nombreux acteurs de la médiation équine, nous avons dressé 4 profils juridiques. Quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est pour chaque profil de mesurer le degré de risque auquel il s'expose. Donc là, je vous présente rapidement les profils. Et ensuite, vous verrez, on vous fera une petite synthèse des risques et on sera à disposition pour répondre à vos questions sur ce point. Les profils juridiques, ils sont définis en fonction des compétences et plus précisément des diplômes des praticiens. Vous trouvez une diversité de pratiques et une diversité de praticiens. Parmi eux, il y a effectivement tout d'abord les personnes qui ont la double compétence, donc à la fois la compétence enseignement de l'équitation, qui sont notamment diplômés d'un BPJEPS ou d'un autre diplôme imposé par le Code du sport, et en même temps qui ont le profil avec un diplôme, alors soit dans le domaine de la santé, du social, du paramédical, etc. Donc ces personnes-là, finalement, en termes de risque juridique, sont celles qui sont les moins exposées parce qu'elles ont effectivement un double diplôme qui les protège. Ensuite, vous trouvez 2 autres profils qui, cette fois, sont des personnes qui ont des diplômes dans une profession réglementée, soit dans le domaine de l'équitation, soit dans le domaine de la santé. Donc, eux sont exposés effectivement quand même à des risques en fonction de leur, entre guillemets, absence de diplôme, mais ils ont quand même effectivement un diplôme qui atteste de leurs compétences. Et le 4e profil, c'est celui qui va, sur le plan juridique, être effectivement le plus exposé, c'est la personne qui est formée en médiation équine, mais qui n'a pas de diplôme reconnu par l'État pour exercer soit dans le domaine de l'enseignement de l'équitation contre rémunération, soit dans le domaine social, santé, au sens très large.
Alors, de ces 4 profils qu'on vous adressait extrêmement rapidement, il aurait été intéressant de rentrer dans un niveau de détail, en tout cas sur le plan juridique, un peu plus approfondi pour en comprendre un peu les subtilités, découlent 5 grands risques juridiques que nous avons identifiés, sur lesquels nous avons travaillé. Première famille de risques sur les notions de responsabilité civile. Responsabilité civile qu'on dissocie en 2 sous-catégories. La responsabilité civile dite contractuelle et la responsabilité civile dite délictuelle. Pour faire extrêmement schématique, dès lors qu'un praticien en médiation équine, quel que soit son parcours, sa formation ou son diplôme, propose une prestation de médiation équine, j'ai envie de dire, peu importe le contenu de cette prestation, à un bénéficiaire, il se crée entre ce bénéficiaire et ce praticien un contrat, au sens du droit. Qui dit contrat dit obligation réciproque des parties. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, nous, en droit, on a un problème, c'est que quand on ne sait pas quel est réellement le champ de compétences la formation qui devrait être requise, en particulier pour le praticien, comment on qualifie juridiquement ce contrat ? Néanmoins, il y a une obligation pour le praticien qui est à minima une obligation de moyens quant à la sécurité du bénéficiaire qui se présente à lui et pour lequel il va présenter une activité en lien avec le cheval, que ce soit à pied ou monté. On comprend bien que si on le fait monter, le risque est plus important que si on se maintient sur une activité à pied, quoi qu'on puisse éventuellement en discuter, puisque ça dépend de l'animal et que ça dépend du profil également du bénéficiaire. Néanmoins, cette responsabilité civile contractuelle elle peut être recherchée dès lors qu'il y a un accident en particulier, et en découle aussi un risque assurantiel, on va y revenir dans un second temps. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de questions qui vous viennent à l'esprit, mais on pourra y répondre dans le cadre de la table ronde. Voilà. Et responsabilité civile délictuelle, c'est le même principe. Vous pouvez être responsable civilement dès lors que vous avez la garde d'un animal, ce qui est le cas du praticien lorsqu'il propose une prestation. L'animal s'échappe, cause un dommage matériel ou un dommage sur un tiers, il y a une responsabilité civile qui peut être recherchée, qui est différente de la responsabilité contractuelle qui vous lie avec votre bénéficiaire. Alors, en une toute petite minute, si c'est possible, je vous parle des 3 autres risques. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'au moment des questions, vous pourrez effectivement nous interroger si vous avez besoin de précision. Le risque assurantiel, on l'a dit, découle effectivement d'une éventuelle mise en cause de responsabilité civile du praticien. Le risque qu'on a identifié en interrogeant notamment plusieurs assureurs du secteur équestre, c'est que les praticiens soient parfois assurés pour des activités qui ne correspondent pas à de la médiation équine. Donc là, ce qu'on peut vous conseiller, c'est effectivement de reprendre en détail vos contrats d'assurance responsabilité civile, d'interroger votre assureur et d'être effectivement sûr d'être correctement assuré au cas où il y a un accident. Et si vous faites de la médiation, de ne pas être assuré pour de l'enseignement de l'équitation, par exemple. Absence de diplôme et risque de requalification, ça va concerner le cas où, dans le cadre d'une procédure devant le juge, à un moment donné... Oui, bon. Alors, on passera aux questions là-dessus. Désolée. Et on avait prévu une petite jurisprudence, mais on n'a pas du tout le temps. Donc après, si vous voulez consulter l'étude, certains points en détail, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'IFCE et aussi sur celui de l'Institut du droit équin. Merci pour votre écoute.